Merci Caroline, merci à tout le monde d'être présent en si grand nombre encore cette année en virtuel. Espérons que ce soit la dernière année qu'on puisse se rencontrer en personne les années suivantes. Alors, merci à TELUS de me permettre de, entre guillemets, jouer dans leur banque de données pour essayer de trouver des informations qui sont d'intérêt pour tous. Alors, voici. Sans plus tarder, comme disent les Français à Paris, « If it's not broken, don't fix it ». Alors, l'ordre du jour est le même que les années précédentes. Terminologie et mise en contexte. Résultats clés. Comparaison avec la RAMQ et l'Ontario. Et médicaments de spécialité. Alors, allons-y avec terminologie et mise en contexte. Je sais que pour les gens qui nous suivent depuis quelques années, c'est peut-être un peu moins drôle, mais c'est bon de se rafraîchir la mémoire. Et il y a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Alors, une ordonnance, une RX, un médicament, une prescription, une réclamation, une transaction, une demande de règlement, c'est toute la même chose, que ce soit dans le texte, sur les diapos ou dans mon texte à moi. C'est la même chose, une RX. Le formulaire, c'est la liste des médicaments couverts dans un régime. Un régime, évidemment, c'est la couverture, c'est la liste des médicaments compte tenu de la coassurance, la franchise, les maximums, etc. On a par la suite ici quelques définitions. Je vais m'attarder à 4 d'entre elles en particulier. Assuré et certificat, vous allez me dire, c'est évident, mais il y a des résultats qui sont sur une base ou l'autre, alors c'est important de faire la différence. Alors, un assuré, évidemment, c'est toute personne couverte, que ce soit l'adhérent, le conjoint ou un enfant. Alors que les résultats par certificat, bien, c'est l'adhérent couvert avec ses personnes à charge qui y sont attachées. Deuxième groupe de définition, coût admissible. Le coût admissible, c'est le coût qui est jugé admissible par TELUS Santé suite à l'adjudication. Cette mesure ne tient compte ni de la franchise ni de la coassurance. Autrement dit, c'est le coût du médicament acheté en pharmacie, qui est différent des coûts que vous avez dans vos régimes qui sont après franchise et coassurance, évidemment. Alors, médicaments de spécialité, médicaments dont le coût est supérieur à 10 000 par année. Vous comprendrez que cette définition date d'au moins une vingtaine d'années. Si on avait à le refaire aujourd'hui, on partirait peut-être à 100 000. Les choses ont bien changé en 20 ans. Alors, d'autres définitions. Vous comparez souvent les résultats de la conférence TELUS avec vos groupes en particulier, mais il faut bien voir qu'il y a des différences dont il faut tenir compte. Votre régime particulier, c'est la couverture de votre régime qui est analysée, ce qui est différent des données de TELUS. Les facteurs démographiques, que ce soit la distribution par groupe d'âge, la distribution par sexe, la distribution par province, si c'est le cas. Et là, je m'excuse, mais c'est très petit ici. Il y a eu un changement de dernière minute. Alors, mais je vais essayer de m'en sortir. Et l'industrie dans laquelle votre groupe évolue. Alors, au renouvellement, c'est souvent là où vous comparez vraiment les données. Alors, l'expérience du groupe, de votre groupe en particulier, est analysée alors que nos données sont les données de TELUS en totalité. La totalité des soins médicaux dans votre renouvellement sont prises en compte, alors qu'ici, c'est seulement les médicaments. Donc, dans votre renouvellement, vous aurez les soins hospitaliers, les soins paramédicaux, les soins à l'extérieur du Canada, etc. L'érosion de la franchise, c'est un élément important, surtout plus les franchises sont élevées, plus ça a une influence sur l'inflation que vous subissez, que le régime subit. La mise en commun, que ce soit celle de la SCAMQ ou que ce soit celle de l'assureur directement. Évidemment, la plus grande volatilité d'un groupe spécifique comparé aux données de TELUS qui a des millions d'assurés. Même des groupes de 3, 4, 5 000 assurés, il y a des fluctuations qui peuvent s'avérer assez importantes. Le vieillissement ou le changement d'âge de la population assurée qui peut être différent de ce qui se passe chez TELUS. Et le renouvellement de l'assureur, évidemment, est prospectif alors que notre analyse est rétrospective. 3 définitions fondamentales. Médicaments uniques, c'est les médicaments pour lesquels il n'existe aucun médicament générique, donc essentiellement qui sort de l'industrie, un nouveau médicament qui, généralement, pour 3, 4, 5 ans, n'est pas copié. Les médicaments génériques désignent les médicaments équivalents aux médicaments uniques et les originaux ou innovateurs. Alors, lorsqu'un médicament unique obtient des génériques, on change de catégorie et on passe à la catégorie originale ou innovateur.
À moins d'indication contraire, les données de cette présentation sont pour les assurés de moins de 65 ans. C'est le groupe d'âge qui nous intéresse le plus. Tous les contrats en paiement direct et en paiement différé, je n'ai pas vérifié cette année. Il en reste peut-être une dizaine, je ne sais pas, mais il en reste vraiment pas beaucoup de toute façon. Et les coûts admissibles, comme on le disait tantôt, sont avant franchise et coassurance. Les données sur le portefeuille de TELUS qui sont un peu particulières, même très particulières cette année. Alors, dans le nombre de certificats au Québec, 1 400 000 au 31 décembre 2021, c'est une variation de près de 68 %. Alors que dans les années passées, vous vous souviendrez, ceux qui étaient là, on a des 1,5, 2 % d'augmentation, 67 % c'est majeur. Mais pour une raison que vous qui suivez dans l'industrie êtes sûrement au courant, Desjardins est un nouveau client chez TELUS depuis fin 2020, mais 2021 au complet. Alors, les données du tableau ici comprennent les données de TELUS, autrement, et c'est pour ça qu'il y a une si forte augmentation au Québec. Toutefois, toutes les autres, je vous demanderais, s'il vous plaît, de me ramener la diapo plus grande. Mes yeux ne me permettent pas. Là, je me rattrape tranquillement. Alors, toutefois, les données de Desjardins dans tous les autres résultats ne sont pas inclus pour une question de cohérence d'une année à l'autre. Vous comprendrez que rajouter un groupe aussi important, où il pourrait y avoir des petites variations, même de, disons, 5 % en plus ou en moins sur certaines données, quand un groupe vaut 67 % du total, ça aurait pu affecter les données. Ce qu'on veut démontrer dans la présentation, ce n'est pas tellement l'évolution du portefeuille de TELUS, mais on essaie de représenter ce qui se passe dans le marché privé. Alors, il faut essayer d'éliminer ça. L'an prochain, en supposant qu'il y aura une conférence, évidemment, on pourra comparer des comparables à ce moment-là. Alors, donc, hors Québec, 4 500 000 certificats, c'est quand même une augmentation de 13 %. C'est moins important qu'au Québec, mais c'est quand même important. Et au Canada, donc au total, 5 900 000 certificats en fin d'année 2021, une augmentation de 23 %. Donc, un quart du portefeuille de TELUS, c'est majeur. Une comparaison que l'on fait aussi depuis un bon nombre d'années. Alors, pour les plus jeunes, vous voyez ce que vous n'avez peut-être pas connu, mais des augmentations absolument faramineuses dans les années 2000, avec des nouveaux médicaments qui étaient très utilisés. Une baisse par la suite, au début des années 2010, avec il y a eu beaucoup de contrôle sur les prix des génériques. Et on voit que depuis une dizaine d'années, on tourne autour de 5-6 %. Donc, l'an dernier, 6,3 % pour le Canada, 6,8 au Québec, un petit peu plus élevé. Alors, ça nous permet, TELUS, de voir, OK, est-ce qu'on se compare comment au marché, mais il y a quand même des différences dont il faut tenir compte. Ces données ici, c'est les données d'achat par les pharmacies communautaires, donc la population, à travers le Canada. Donc, la population touchée est évidemment différente. On n'a que la population de TELUS. Ici, en particulier, il y a les personnes en haut de 65 ans qui, dans les régimes de TELUS, ne sont généralement pas là. C'est plutôt rare. Les marges et honoraires des pharmaciens, comme ici, c'est les données que les pharmaciens, quand les pharmaciens achètent leurs médicaments, donc il n'y a pas de marge et honoraires, alors que dans nos données, les marges et honoraires des pharmaciens sont inclus. Et évidemment, il y a un paquet de données dans les données, un paquet de réclamations qui ne sont pas dans les données de TELUS, autrement dit, les réclamations pour les gens en haut de 65 ans, les réclamations en haut des franchises dans les provinces de l'Ouest en particulier. Donc, il y a quand même des différences, mais ça nous donne un aperçu si nos données représentent le marché. Alors, passons à la section probablement la plus attendue, les résultats clés. Alors, de 2020 à 2021, l'augmentation des coûts admissibles par assuré par province et au Canada. Alors, 5 % au Canada, et on les a par province, et particulièrement au Québec, ce qui nous intéresse plus ici ce matin, 6 % d'augmentation. C'est plus important que les dernières années, mais encore contrôlable. L'augmentation du coût mensuel est faite de deux choses. Elle est faite basée sur l'augmentation du coût de chaque prescription et l'utilisation, est-ce qu'on achète plus ou moins de médicaments. Alors, pour ce qui est du coût admissible, la variation du coût admissible par prescription, on l'a par province, par région. Alors, 7,8 % dans l'Ouest, 11 % en Ontario, 6,6 % au Québec, 10 % dans les provinces atlantiques. Alors, vous voyez que, sauf pour le Québec, les autres provinces, c'est très élevé. Bien, c'est dû à une chose. Ceux qui étaient là l'an dernier, vous vous souviendrez, on avait l'effet inverse. La première année de pandémie, les prescriptions, surtout à l'extérieur du Québec, parce que c'est là qu'il y en a, il y a eu beaucoup moins de prescriptions de 2 ou de 3 mois à cause, on avait peur d'une pénurie, donc on s'est ramené à 1 mois de prescription et donc la quantité de médicaments
par prescription avait beaucoup diminué. En 2021, on est revenu à la normale et donc il y a une augmentation de la quantité par prescription et donc automatiquement, le coût de chaque prescription a augmenté. Alors, vous voyez, si je prends l'Ontario comme exemple, si vous soustrayez l'augmentation de la quantité, le 6,4, si vous soustrayez ça du 11 on tombe un peu partout autour de 5 Au Québec, cet effet-là est moins important. On est à peu près partout autour de 4,5 à 5,5 d'augmentation du coût de chaque prescription. L'autre élément, c'est-à-dire qui influence le coût mensuel, c'est l'utilisation. Et c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Alors, si les prescriptions sont plus grosses, ont plus de quantité, évidemment, les gens vont aller moins souvent en pharmacie. Et donc, l'utilisation a baissé beaucoup dans les provinces hors du Québec. Au Québec, ça n'a à peu près pas changé. Mais hors Québec, il y a une variation importante de moins 5, moins 4 dans les provinces atlantiques. Ce qui peut influencer cette donnée-là, c'est l'âge moyen des assurés, mais comme on le voit ici dans le bas, l'âge moyen des assurés d'une année à l'autre n'a pas bougé essentiellement de 2020 à 2021. Alors, notre grand tableau annuel, que quelqu'un m'a déjà dit, c'est ça qu'on attend chaque année. Alors, vous n'avez pas beaucoup d'attentes, mais en tout cas. Mais regardons, pas tous les chiffres, mais quand même quelques-uns parmi eux. Alors, au Québec, le coût mensuel par certificat moyen, 129 Alors, comme je dis à chaque année, ça peut se comparer à votre prime mensuelle, si on veut. Il n'y a pas les franchises coassurance dans vos régimes, mais ici, on les a. Par contre, dans vos régimes, vous avez les frais d'assureur, les frais d'intermédiaire, etc. Donc, un dans l'autre, ça peut se compenser. Alors, ça ressemble à votre coût mensuel, médicaments seulement, et évidemment, moyenne des coûts par certificat individuel et certificat familial. Alors, comment ce chiffre-là au Québec se compare au Canada? On a le Canada à gauche. Alors, essentiellement 100 donc au Québec, environ 30 de plus que le Canada en moyenne. Mais le Canada en moyenne est influencé beaucoup par les provinces de l'Ouest. Excusez-moi, ça, je suis allé un petit peu trop loin. Oui, OK. Alors, la province de l'Ouest, surtout Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan, où il y a des régimes gouvernementaux qui prennent en charge des médicaments environ là, autour de 3, 4, 5 000 Alors, évidemment, pour les médicaments de 100 000 au lieu d'avoir 100 000 dans votre expérience, vous avez seulement 4 ou 5 000 Ça influence beaucoup les coûts. Et on voit que les coûts dans l'Ouest canadien sont essentiellement 25 plus bas que le Canada en moyenne. Alors, si on veut comparer le Québec à un comparable, on va se comparer à l'Ontario. Et donc, l'Ontario a un coût moyen mensuel de 105 Donc, au Québec, environ 30 de plus, 25 si on veut, le coût moyen par certificat. Si on veut le regarder maintenant, coût moyen par assuré, on voit encore le même genre de relation, mais un petit peu plus élevé. C'est essentiellement 40 de plus au Québec. Alors, 61 en moyenne, comparé à 44 Il y a différentes raisons qui expliquent ça, les marges et honoraires, on va y revenir. Il y a des médicaments qui peuvent être qui sont peut-être couverts au Québec, qui ne sont pas couverts en Ontario. En Ontario, il y a le régime Trillium qui vient couper les coûts de médicaments très élevés. Alors, ça influence évidemment cette comparaison-là. Les coûts mensuels sont faits de deux choses. Alors, le coût moyen par prescription, et là, c'est l'inverse. On a en Ontario un coût moyen de 96 alors qu'au Québec, on a 69 Bien, parce que les prescriptions en Ontario sont souvent plus élevées, comme on le voit par la quantité moyenne. Alors, en quantité moyenne en Ontario, grosso modo, 59 pilules par prescription, si on peut dire, 42 au Québec. Donc, c'est essentiellement 50 de plus. Donc, on peut dire que les prescriptions, c'est 1 mois et demi en moyenne en Ontario, alors qu'au Québec, c'est 1 mois. L'utilisation mensuelle, évidemment, ça va à l'inverse. Alors, les gens en Ontario vont à la pharmacie en moyenne une demi-fois par mois, si on veut, ou une fois par 2 mois, si on prend différemment. Alors qu'au Québec, on est à 0,88, donc près d'une fois par mois en moyenne. Les coûts d'une prescription moyenne est aussi influencés par deux autres éléments qui peuvent être plus ou moins majeurs. La portion des génériques utilisés, alors au Québec, 66, en Ontario, 63. Donc, au Québec, on devrait être un petit peu plus bas parce qu'on utilise plus de génériques, mais 3 points de pourcentage ici, ça n'est pas majeur sur l'ensemble des coûts. Alors que l'âge moyen, il n'y a essentiellement pas de différence dans la province, alors d'une province à l'autre, c'est-à-dire donc c'est pas ça qui va influencer le coût d'une province à l'autre.
Alors, si on se ramène maintenant au Québec et on regarde maintenant l'augmentation des coûts, alors mensuel moyen, on a la ligne 6 c'est le coût moyen qu'on a vu précédemment, et on l'a par groupe d'âge. Alors, on voit que ça varie d'un groupe d'âge à l'autre, mais c'est à peu près similaire, sauf les 20-24 ans, où là, il n'y a à peu près pas d'augmentation. J'ai cherché dans les données, il n'y a pas vraiment de données particulières qui expliquent ça. Il y a certaines baisses de réclamations pour certaines maladies, mais il n'y a rien de majeur qui ressortait. Il y avait une hausse importante l'année passée, c'est peut-être ça qu'on est revenu plus à la normale cette année. Alors, vous avez l'augmentation ici par groupe d'âge. Ce qui soulève quand même un point, moi, qui me touche un peu, c'est les moins de 10 ans. Une augmentation de 8,2 quand même. Alors, chez les plus jeunes, c'est peut-être des médicaments aussi orphelins, souvent, qui c'est plus pour les jeunes enfants. Alors, il y a une augmentation quand même relativement importante dans ce groupe-là. L'utilisation des médicaments génériques, alors au Québec, on l'a vu précédemment, 66 on est dans la moyenne canadienne qui va de 64 à 72 Et c'est toujours intéressant de regarder l'utilisation des génériques, mais les génériques sont utilisés s'il y a un médicament innovateur. Donc, ce qui m'apparaît intéressant de regarder depuis quelques années, c'est l'utilisation des innovateurs. Parce que s'il n'y a pas d'innovateurs, évidemment, on ne peut pas utiliser les génériques ou vice-versa. Alors, on voit que jusqu'à dans les années 2015, le Québec était beaucoup plus élevé en l'utilisation des innovateurs. On utilisait moins les génériques. Mais en 2015, on a commencé une baisse importante de 14 à 11 à 9. C'est dû au changement dans la loi de l'assurance médicaments qui nous a permis de forcer dans le privé l'utilisation des génériques. Et ça a baissé comme ça jusqu'à l'année dernière. Cette année, il y a une hausse au Québec de 7 à 9 La même chose dans les autres provinces. C'est dû au fait qu'un médicament quand même important a été généralisé dans le système de TELUS et donc est passé de unique à innovateur. C'est ce qui amène cette augmentation-là qui, sans doute, est ponctuelle pour une année donnée. Je soulève la dernière ligne en bas qui est Province-Atlantique où c'est vraiment le plus bas, où on utilise les innovateurs seulement à 4 Et pourquoi? Bien, c'est que dans les provinces atlantiques, la substitution générique est obligatoire dans 96 des cas, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne canadienne. Regardons ça d'un autre angle. Consommation par type de médicaments, encore une fois, mais le nombre de prescriptions. Alors, on a les médicaments innovateurs en bas à 9 qui est très près du 8 c'est le chiffre qu'on a vu précédemment, et 66 pour les médicaments, je m'excuse, oui, les médicaments génériques sont à 66 Ce qui nous reste, c'est les médicaments uniques. Et là, on voit qu'on est autour de 27-28 Et là, la baisse de l'an passé, ce qui nous ramène à ce que j'ai dit tantôt, un médicament important qui était unique, qui a été généricisé, donc qui est passé chez les innovateurs. Si on regarde maintenant cette comparaison-là, non pas en nombre de prescriptions, mais en dollars, alors voici ce qu'on a comme portrait. Alors, les innovateurs sont à peu près au même niveau. On était à 9 en nombre de prescriptions, on est à 8 en dollars, mais les deux autres catégories sont complètement inversées. Les médicaments génériques sont à 28 alors que les médicaments uniques sont à 68 Une baisse dans les médicaments uniques pour la première fois depuis bien des années, encore une fois, dû au fait qu'un médicament important a été généricisé. On a parlé de substitution générique, où j'en ai parlé, je l'ai mentionné précédemment. Alors, voyons comment on a évolué au cours des années depuis 2011, donc en 10 ans. Il y a 10 ans, on avait 46 des certificats qui étaient soumis à la substitution, qu'elle soit obligatoire ou régulière. On est rendu à 87 donc essentiellement une augmentation presque doublée en 10 ans. Et ceci s'est fait si on regarde les certificats qui ne sont pas soumis à la substitution. Alors, en 2012-2013, une baisse importante de 6 ou 7 points de pourcentage. Il y a quelques assureurs à ce moment-là qui ont rendu obligatoire la substitution dans tout leur régime, à moins que les clients disaient non, on ne le fait pas. Et donc, ce qui veut dire qu'à peu près tous les clients petits et moyens sont passés à la substitution générique à ce moment-là. Et donc, ça a fait une baisse importante dans les certificats non soumis. Un autre moment important, c'est de 2015 à 2016, le changement de loi dans l'assurance médicaments, dans les règlements de l'assurance médicaments,
qui a été mentionné précédemment. Et donc, au cours de toutes ces années, il y a une augmentation très régulière de la substitution des certificats soumis à la substitution générique obligatoire. La dernière année, par contre, on est stable. C'est la première fois que ça arrive, mais malgré cela, les régimes qui n'ont pas de substitution sont descendus de 2 points de pourcentage. Ce qu'on peut penser, c'est que maintenant, c'est les gros groupes. Il reste quelques gros groupes plus importants qui pensent à la substitution générique. Et probablement que par crainte, par négociation, peu importe, on ne veut pas aller tout de suite à la substitution générique obligatoire, donc on passe par la substitution générique régulière. C'est comme ça que je pense qu'on peut expliquer cette différence. Alors, un tableau du Québec qui se compare au Canada. En substitution générique, on est à 87 %, on l'a vu au Québec, entre parenthèses, l'année dernière, en 2020, 85. Au Canada, ça n'a pas bougé. Je vous amène tout de suite à la troisième ligne, où on a la substitution générique obligatoire. Au Québec, on est à 64 % comme l'an dernier, mais il y a une différence importante avec le Canada, où ils sont seulement à 55 %. Alors, quand le Québec a embarqué dans la substitution générique, on est allé à fond dans la substitution générique obligatoire. Une façon de le regarder, comme je l'ai mentionné un petit peu tantôt, en nombre de certificats versus le nombre de groupes. Alors, en nombre de certificats, on a 87 % de tantôt. En nombre de groupes, 89 %. Alors, c'est assez similaire, mais ce n'était pas du tout le cas en 2015, au début, si on veut, là, avant que la substitution devienne beaucoup plus fréquente. Alors, on avait à ce moment-là, alors on a 14 % cette année, mais en 2015, c'était 41 % des certificats qui n'étaient pas soumis, qui n'avaient aucune substitution, alors qu'en nombre de groupes, c'était 20 % parce que c'était les gros groupes, encore une fois, qui n'avaient pas de substitution. Ceci tend à s'éliminer depuis déjà 2 ou 3 ans. Donc, on s'en va vers quelque chose qui va être uniforme, je pense, dans à peu près tous les régimes éventuellement. Alors, une diapo, on vous avait montré ça pour la première fois l'an dernier, la non-adhésion aux médicaments. C'est un point que les gens dans l'industrie veulent regarder. On vend des médicaments, mais est-ce que les gens les prennent bien? Évidemment, chez TELUS, la chose qu'on peut regarder, c'est que les gens achètent leurs médicaments. On ne peut pas aller voir est-ce qu'ils les prennent correctement, est-ce qu'ils les jettent, mais au moins, on a une idée, est-ce qu'ils vont refaire leur prescription d'année en année. Alors, on regardait comme base, si on veut, 2016, et on regardait ce qui s'était passé la première année de pandémie et cette année. Alors, on voit que ils sont là pour 4 maladies. Donc, pour la dépression, il y a eu une augmentation de la non-adhésion en 2020. On est revenu, semble-t-il, à la normale en 2021. Pour ce qui est du diabète, ça n'avait pas bougé. Cette année, on est descendu. Il y a moins de non-adhésion, ce qui est sûrement une bonne chose pour le diabète. Personnellement, j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre comment ça qu'il peut y avoir de la non-adhésion chez les diabétiques. Mais bon, plus ça va baisser, mieux ça va être. Et ici, la non-adhésion, en passant là, la ligne en bas, c'est le ratio de possession de médicaments. Autrement dit, si quelqu'un devrait prendre ses médicaments dans les 12 mois dans l'année, mais qu'il en prend seulement 11, il va être non-adhérent, mais on va le considérer comme adhérent jusqu'à 0,8 %, donc essentiellement 1 mois. Mais à partir du moment où quelqu'un est en bas de 80 %, il va être considéré comme non-adhérent. Je reviens au tableau. Alors, pour les maladies gastro-intestinales, les ulcères, alors là, l'an dernier, il y avait une hausse, mais pas très importante, de 2 points de pourcentage. On revient à la normale, mais dans ce cas-là, il n'y a à peu près pas de différence d'une année à l'autre. Où c'est plus spectaculaire, si on veut, c'est maladies cardiovasculaires, cholestérol, où la non-adhésion avait augmenté fortement l'an dernier, il y a 2 ans, mais est revenu à la normale cette année. C'est peut-être une question ici de prescriptions qui sont passées de 3 mois à 1 mois. Ça a pu influencer ce genre de données-là. Mais ce qu'on voit, je pense que le message ici, c'est qu'en 2021, on est revenu essentiellement à la normale d'avant-pandémie. Et parlant de pandémie, on avait regardé aussi l'an dernier, puis on a discuté jusqu'à maintenant, je l'ai mentionné quelques fois, la quantité par médicament. Alors, ce qu'on a ici, c'est pour les maladies aiguës. On va voir les maladies chroniques dans la diapo suivante. On voit qu'à mars-avril 2020, il y a une baisse importante de la quantité. Alors, on est passé souvent de 3 mois à 1 mois. Et surtout dans les provinces autres que le Québec. Au Québec, ça n'a pas eu beaucoup d'influence, mais on voit qu'en Ontario, en particulier, ça a été important. En 2021, on est revenu à la normale. L'Ontario est resté à 5 % plus bas à peu près toute l'année, mais en fin d'année,
on revient à la normale et donc l'effet de la pandémie semble s'être éliminé pour cette catégorie-là. Pour les maladies chroniques, là, c'est vraiment autre chose, particulièrement en 2020. On voit qu'il y avait une baisse d'à peu près 40 de la quantité. Alors, évidemment, les maladies chroniques, les gens apprennent très régulièrement comparé aux maladies aiguës. Alors là, il y avait une baisse importante, mais c'était quand même revenu à la normale assez rapidement au mois de juin. Mais on voulait voir si tout ça s'était continué en 2021. Des fois, c'est plate de vous montrer des diapos où il n'y a pas un élément important, mais bon, c'est le cas ici. Alors, on voit que là, depuis la mi-année 2020, on est revenu à la normale essentiellement pour la quantité de médicaments par prescription. Dans les maladies, maintenant, comment la pandémie a pu affecter les différentes maladies? Alors, on voit qu'en 2021, les antibiotiques ont subi une baisse d'à peu près 11,5 Et il faut se rappeler que les antibiotiques, ceux qui ont peut-être la présentation de l'an dernier, vous pourrez y référer, on avait déjà eu une baisse l'an passé, il y a 2 ans, de 20 Donc, au 20 on rajoute presque un 12 Évidemment, les antibiotiques, bon, les gens, depuis 2 ans, ont des masques, se lavent les mains. Les enfants sont moins allés à l'école, en garderie, etc. Et en garderie, à l'école, ils ont des masques. Alors, l'utilisation d'antibiotiques a baissé. Je suppose que l'an prochain, on va commencer à revoir une hausse, à tout le moins à partir de la mi-année. On laisse le masque, semble-t-il, vendredi prochain. Alors, pour l'asthme, là aussi, une baisse importante qui est probablement due aux mêmes raisons. La contraception, c'est intéressant, une baisse de 12 L'an dernier, on avait eu une hausse de 6 c'est probablement un des rares médicaments au Québec où les gens, au lieu d'aller acheter pour 3 mois de prescription, étaient allés acheter pour 1 mois. Donc, il y avait eu une hausse du nombre de prescriptions. On est revenu à la normale, je suppose, cette année, et donc une baisse de 12 du nombre de prescriptions pour la contraception. Je vous amène à la dernière ligne en bas, la dépression, qui est un sujet qui nous touche, moi qui me touche, non pas personnellement, tant mieux, mais qui est une préoccupation pour bien des gens. D'ailleurs, Dr Généreux va nous en parler un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, une hausse de 4 des prescriptions pour la dépression. J'ai oublié de vous mentionner, comme c'est écrit dans le titre en haut, tout ça était pour les adultes. Et pour les adultes, il y avait une variation globale, une baisse globale du nombre de prescriptions de 2 Et comme c'est bon aussi pour la prochaine diapo. Ce qu'on a regardé ici, c'est les 10 maladies les plus importantes en nombre de prescriptions. Et dans ces 10 maladies-là, on a pris les 8 qui avaient les plus grandes variations. S'il y avait 1 de variation, c'était peut-être moins intéressant. Alors, on a gardé les 8 des 10 plus importantes. La diapo suivante, pour les enfants, c'est les mêmes principes en termes de maladies, etc. Les enfants, je le mentionne, c'est les moins de 25 ans parce qu'enfants, on a plus en tête peut-être des 10, 15 ans, 18 ans, mais ça va jusqu'à 25 ans dans les définitions d'assurance collective. Alors, il y a dans les enfants beaucoup de jeunes adultes. Alors, on voit ici les augmentations. L'acné, peut-être pas trop surprenant. Les masques, évidemment, c'est dur sur la peau des adolescents, alors ça a pu influencer beaucoup. La dépression, la 4e ligne, est importante, tracassante. Alors, dépression, une augmentation d'à peu près 23 en 2021. Et on avait déjà eu l'an passé une augmentation de 10 donc c'est cumulatif, c'est beaucoup. L'hyperactivité, intéressant peut-être parce que l'an dernier, on avait une baisse des prescriptions pour l'hyperactivité. On s'était dit, bon, les enfants sont moins à l'école, alors ils ont peut-être moins besoin de pilules pour l'hyperactivité. On est revenu probablement à quelque chose qui est plus normal cette année avec cette hausse. Peut-être que les enfants étaient aussi un peu plus turbulents en 2e année de pandémie. Et pour l'ensemble des maladies pour les enfants, il y a eu une hausse globale du nombre de prescriptions de 4 la ligne droite. Diapo suivante, alors je l'ai mentionné tantôt, j'ai quelques diapos ici sur la dépression. Alors l'augmentation de la dépression par groupe d'âge, alors l'augmentation globale est de 5,5 la ligne, mais on voit qu'il y a des variations importantes pour certains groupes d'assurés. Les 2 premiers qui sont plus pâles, je les ai mis en pâle parce qu'il y a des hausses importantes, majeures. Là, si on prend 10-14 ans, une augmentation de 30 pour des médicaments pour la dépression, c'est un peu tracassant, mais il faut voir ici qu'il y a très, très peu de cas. Donc, s'il y a 2 cas, puis on en rajoute un, bien c'est un tiers, c'est beaucoup. Alors, il faut prendre
ces données, pas les données, mais les données sont vraies, mais l'analyse qu'on en fait, il faut faire attention. Mais c'est quand même 30 d'augmentation et il y avait une hausse aussi l'année dernière. Où il y en a moins que les années passées, c'est les 20-24 ans. Les 14-19 ans, les ados, 15 d'augmentation, c'est important. Allons voir qu'est-ce qu'on avait l'année dernière pour se rafraîchir la mémoire un petit peu. Alors, on voit que c'était les 20-24 ans qui étaient les plus élevés à ce moment-là et les 25-29 ans quand même. Donc, les jeunes adultes, là, les 20 à 30 ans, étaient, semble-t-il, très affectés par la pandémie. Il y a des gens aujourd'hui qui pourraient être affectés en 2022, évidemment, par la guerre. C'est tracassant pour bien du monde, mais ce n'était pas le cas en 2021, puis ce n'était pas le cas en 2020. Alors, mais on voit qu'on avait ce même genre d'augmentation l'an dernier aussi pour les jeunes adultes. Et on avait en moyenne 7,8 d'augmentation. Je me suis dit, bon, allons voir avant pandémie. Qu'est-ce qu'on avait avant pandémie? Bien, avant pandémie, on avait le portrait suivant qui est très différent, oui et non. Il est très différent pour 8 catégories sur 10, mais il ne l'est pas pour les 20-24 ans, les 25-29, où on a une augmentation majeure, 20-24 ans, et quand même importante pour les 25-29 ans. Et, sauf erreur, cette augmentation-là n'était sûrement pas due à la pandémie, mais était, selon moi, et ça c'est je dirais peut-être pas mon analyse, mais mon intuition personnelle, je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'éco-anxiété. Ça touche beaucoup les jeunes. J'avais une discussion d'ailleurs il y a 3 ans, lorsqu'on a fait la présentation avec notre pharmacienne conseil, et elle me parlait d'un enfant qu'elle connaissait, d'un jeune qui était très préoccupé par les problèmes climatiques. Alors, à ce sujet-là, nous allons faire une petite pause. Je vais faire une petite pause pour vous permettre de répondre à un petit sondage. Alors, les gens de technique vont vous envoyer un petit questionnaire avec 3 questions, à savoir si vous êtes préoccupé par la crise climatique. Alors, on voit les résultats. 7 des gens qui ne croient pas qu'il y a une crise majeure, mais il y a quand même, ça bouge encore, mais autour de 93 des gens qui pensent qu'il y en a, oui, il y a une crise, ou 45 des gens qui pensent qu'ils le sont vraiment. On aurait pu demander l'âge en même temps, mais ça aurait fait une analyse un peu plus complexe. Mais bon, ça vous donne une idée du genre de personnes qui sont dans notre domaine. En tout cas, je pense que les gens, en général, sont préoccupés par la crise climatique. Si je reviens à notre diapo de 2018-19 qui a été présentée en début 2020. J'ai quand même essayé d'amener une bonne nouvelle dans tout ça. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, donc avant la pandémie, avant la guerre, avant tout, et malgré la crise climatique, mais c'est ce qu'on voit aussi dans certaines études, c'est que pour les gens en haut de 35 ans, donc bon, je ne dirais pas les plus vieux parce que 35 ans, mais disons les 50 ans, 60 ans et plus, la prise de médicaments pour la dépression était en forte diminution quand même, je dirais 8 à 10 %. Alors, ça veut dire que quand même, la vie a déjà été plus agréable et espérons qu'on va revenir à quelque chose qui va ressembler à ça dans les prochaines années, et non seulement pour les personnes plus âgées, mais aussi chez les jeunes, surtout chez les jeunes, c'est notre futur. Alors, 3e section, comparaison avec la RAMQ et l'Ontario. Section toujours, je pense, intéressante. Alors, ce qu'on a ici, c'est le coût moyen d'une prescription. On remonte jusqu'en 2008. Je n'ai pas mis tout le tableau parce que ça deviendrait très lourd. Et alors, la prescription moyenne, la variation d'une année à l'autre pour TELUS, donc le marché privé, si on veut. Et la RAMQ à droite, la RAMQ, c'est les adhérents, donc ça ne comprend pas les gens sur l'aide sociale et les gens de 65 ans et plus. Donc, c'est comparable vraiment aux gens de TELUS. Aux assurés de TELUS. Et ce qu'on a à droite, c'est le différentiel. Alors, privé moins RAMQ, et on s'aperçoit que pour toutes les années, sauf 2, ça nous a toujours coûté, l'augmentation dans le privé était toujours plus chère, sauf 2 années, 2016, encore une fois, changement de loi de règlement dans l'assurance médicaments, et l'an dernier. La RAMQ, l'an dernier, a une augmentation de 6,4 qui était vraiment majeure. J'ai parlé aux gens de la RAMQ. L'an dernier, il n'y a pas eu le temps de faire des études, mais cette année, ils ont fait certaines études. Alors, ce qu'ils sont aperçus, c'est que le nombre de patients, il y a des patients qui ont laissé tomber leur prescription pour différentes raisons, mais ces gens-là, c'est surtout les gens qui avaient des petites prescriptions. Et on peut peut-être penser aux antibiotiques ici, qui sont moins chers. Donc, les prescriptions qui nous restent sont plus chères, donc ça faisait une augmentation
Ça a peut-être joué probablement un peu dans le privé aussi, mais à la RAMQ, ça semble que ça a joué beaucoup. Et inversement, ce qui s'est passé dans d'autres provinces où les gens sont allés plus souvent en pharmacie, il semble qu'au Québec, les gens sont allés moins souvent parce que peut-être qu'ils avaient peur, ils ne voulaient pas sortir. Donc, au lieu d'aller pour une prescription d'1 mois, ils sont allés en chercher pour 2 mois, ce qui fait que les prescriptions étaient plus élevées. Donc, c'est les causes de cette augmentation-là en 2020. Regardons 2021. Alors, on a vu tantôt, si on se rappelle de notre chiffre, 69 $ de coût moyen au Québec, une augmentation de 6,6 La RAMQ en 2021, c'est-à-dire une augmentation, c'est une estimation parce qu'on n'a pas l'année complète encore, de 5,2 Donc, au privé, ça nous coûte encore une augmentation encore plus forte qu'on voit au public, comme la plupart des années. Et si on le met sur un graphique, si on recule 14 ans, depuis le temps qu'on conserve ces données-là, alors on voit que depuis 14 ans, si on met le point de référence à 100 pour chacune, la RAMQ a augmenté de 12 sur ces années-là et une augmentation très forte des 2 dernières années. Si ce n'est que dû à la pandémie, ça devrait revenir à la baisse, alors dans le privé, c'est 51 d'augmentation. Et cette augmentation-là, donc, ça nous fait une augmentation de 36 de plus dans le privé qu'à la RAMQ sur 14 ans. Et à ça s'ajoute ce que le gouvernement sauve, ce qu'on sauve beaucoup moins dans le privé. On pourrait rajouter un écart d'à peu près 12 dû aux ententes d'inscription des produits. Alors, le gouvernement a plusieurs ententes, on va le voir dans les diapos suivantes. Alors, si on rajoute 12 à ça, ça devrait 50 de plus en 14 ans. Les coûts du privé ont augmenté 50 de plus que ceux de la RAMQ. L'essentiel de la différence est quand même dû aux honoraires, comme je le mentionne depuis plusieurs années, aux marges et honoraires imposés au secteur privé, qui sont à 19,50 par prescription. Alors, c'est plus du double que ceux de la RAMQ, qui sont à 9 Les ententes, on a parlé, je vais mentionner les ententes d'inscription des produits novateurs. Alors, si on lit le rapport annuel de la RAMQ de l'année 2021, c'est le dernier qui est disponible. Donc, au 31 mars 2021, le ministère avait des ententes pour 183 produits, comparé à 138 en 2020. 2020, il n'y en avait presque pas eu de plus, je pense qu'il y en a un à peu près. Donc, évidemment, on peut comprendre, cette année, en 2021, il y a eu plus de discussions. Alors, si on regarde ces médicaments-là, dans le portefeuille de TELUS, ça vaut 285 millions, soit environ 24 des coûts totaux. Donc, un quart des coûts totaux, que ce soit du portefeuille TELUS et je suppose de la RAMQ, sont touchés par des ententes d'inscription. C'est majeur. Alors, si le gouvernement, lui, de son côté, ça lui permet d'économiser 527 $ qui vont dans le fonds consolidé, qui ne vont pas dans le fonds d'assurance médicaments en passant, mais ça, c'est une autre discussion. Et cette économie-là se représente 9,8 des coûts bruts, ou comment on dit, l'achat de médicaments, ou 16 des coûts nets. Alors, coût net, ici, on peut le comparer peut-être à un coût d'employeur, si on veut, c'est-à-dire après franchise, coût assurance et primes payées par les assurés. Donc, 16 une économie de 16 17 des coûts, ce n'est pas négligeable. Alors, dans le secteur privé, oui, il y a quelques ententes, mais un dans l'autre, peut-être ce que je comprends là, des discussions que j'ai avec certains assureurs, entre 1,5 et 2,5 des coûts, ça n'a rien à voir avec les coûts que le gouvernement peut économiser avec ces ententes-là. Il y a aussi, le gouvernement a aussi des ententes d'inscription de produits génériques qui n'existent pas ou encore plus rares dans le secteur privé. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Mais au gouvernement, c'est 3 000 à la RAMQ, plus de 3 000 produits qui sont touchés par ce genre d'entente-là. Et ça représente 57 millions ou 1,8 des coûts nets. Donc, ce 1,8 des coûts plus le 9,8 de la diapo précédente, c'est essentiellement le 12 que je mentionnais précédemment d'économies qu'on pourrait avoir. Dans le marché privé, on n'a aucunement droit à ces économies. Je pense que le gouvernement pourrait forcer ces économies-là aussi dans le secteur privé. Au Canada anglais, mais le Québec fait aussi partie de ces discussions-là depuis quelques années. L'Alliance pan-canadienne pharmaceutique avec 405 ententes, comparé à 344 en 2020. C'est une augmentation là aussi importante. Et en se basant sur les économies qu'on a vues tantôt pour les 183 produits du Québec, on peut estimer que les 405 ententes pourraient amener des économies de l'ordre de 17 dans les régimes privés si elles étaient accessibles. On sait que la CAP a fait des demandes, souvent pour participer à l'Alliance pan-canadienne, mais sans succès.
on se demande pourquoi le régime privé n'aurait pas droit à ce genre d'économie. Comparaison Québec-Ontario, une diapo. Alors, on l'a vu précédemment, les assurés au Québec vont, excusez-moi, en pharmacie, 0,88 fois par mois en moyenne, en Ontario, 0,47. Les honoraires qu'on paie au Québec, c'est 19 par prescription, 19 $ par prescription, comparé à 16 $ en Ontario. Si on regarde ça sur un an, bien, les gens au Québec ont le patient moyen aura payé 206 $ en marge et honoraires, alors qu'en Ontario, c'est 95 %. Donc, on paye au Québec 117 $ de plus pour un service. C'est le même service, on reçoit des prescriptions, même qu'en Ontario, c'est un plus gros service, on peut dire, parce qu'ils payent souvent plus qu'un mois de prescription. Ils donnent plus qu'un mois de prescription. Alors, 117, pas 17 % de plus, là, 117 % de plus. Et alors qu'au Québec, les pharmaciens reçoivent encore des allocations des fabricants, donc des ristournes des fabricants, ce qui n'est pas permis en Ontario depuis déjà 6-7 ans. Je n'ai pas le chiffre avec moi, mais ça fait quand même un bon nombre d'années que ce n'est plus permis en Ontario. Je pense sérieusement que c'est des choses qui devraient changer, qu'il devrait se faire des pressions par le secteur privé pour modifier cet état de fait. Donc, au total, on peut penser, je pense que je suis conservateur ici, que les coûts au Québec sont 20 plus élevés qu'en Ontario. On l'a vu dans notre grand tableau précédemment. Si on le regardait par assuré, on était même à 40 %. C'est difficile de faire une analyse détaillée. Peut-être qu'éventuellement, on pourra le faire, mais c'est clair qu'on paye beaucoup plus cher au Québec qu'en Ontario pour nos médicaments. Dernière section, médicaments de spécialité, dont on entend parler tous les jours ou presque dans notre domaine. Alors, la diapo ici, c'est l'augmentation du coût mensuel par assuré, la diapo qu'on a vue précédemment, donc 6 % au Québec d'augmentation de coût mensuel. Regardons comment ça se sépare entre médicaments réguliers et médicaments de spécialité. Médicaments de spécialité en bleu-mauve, beaucoup plus élevés. Au Québec, 11 % comparé à 3 % pour les médicaments réguliers, donc essentiellement 4 fois plus. En Ontario, peut-être 3,5 fois plus. Dans les provinces de l'Ouest, c'est beaucoup moins. Alors, 3 % pour les médicaments réguliers, 6,7 %, donc le double pour les médicaments de spécialité. Pourquoi? Bien, encore ce que j'ai mentionné au début, le régime gouvernemental, les régimes gouvernementaux en Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan, comme le gouvernement, si on peut dire en bon français, ramasse la facture pour tout ce qui est en haut de 4-5 000 $, évidemment. Les médicaments de spécialité ont beaucoup moins d'effet sur les coûts des régimes. Ce coût mensuel, là, comme pour la totalité, se sépare en deux choses. Donc, l'utilisation et l'augmentation du coût par prescription. Alors, l'utilisation, on voit ici une baisse, on voit la baisse globale qu'on voyait au début, mais qui était due souvent à la pandémie, là, parce que les gens sont allés moins souvent en pharmacie, donc les quantités ont augmenté, donc les gens vont moins souvent en pharmacie. On voit que ça s'applique, que cela a un effet qui est beaucoup plus important, sinon essentiellement pour les médicaments réguliers. Évidemment, les médicaments de spécialité que vous prenez au compte-gouttes, vraiment, ça a beaucoup moins d'effet. Mais pour les médicaments réguliers, on voit que c'est là qui est l'effet global. Si on regarde maintenant le coût par prescription, bien là, on a une image qui est différente de tout ce qu'on avait dans les années précédentes, évidemment parce que dû au changement d'utilisation que les gens ont fait. Alors, c'est le coût des médicaments réguliers qui a augmenté beaucoup plus parce que les gens ont des plus grosses prescriptions. Bien, pas surtout. Dans les provinces hors Québec, on voit qu'au Québec, c'est plus la normale qu'on avait d'année en année. Donc, une augmentation des médicaments réguliers de 3,7 %, mais une augmentation un petit peu plus forte des médicaments de spécialité à 5,4 %. Dans les provinces de l'Ouest, il y a même une baisse du coût admissible pour les médicaments de spécialité. Je n'ai pas besoin de le répéter, encore une fois, dû aux régimes gouvernementaux. Diapo qu'on montre d'année en année, l'augmentation, ça ne change pas vraiment. On pourrait probablement la poursuivre sans trop se tromper pour 5, 6, 10 ans encore. Alors, en 2021, 1,4 % des réclamants ont coûté au régime 34 % des coûts. Ça a toujours été le cas. Il y avait une petite portion qui coûtait beaucoup plus cher.
mais ça a augmenté d'année en année. Mais on peut voir que le nombre de certificats qui était à 0,5 a triplé essentiellement à 1,4, ce qui est la même chose que le coût des médicaments. Alors, les deux vont dans le même sens. Si on prend cette diapo-là, c'est intéressant encore une fois de la comparer par région. Alors, on a ici en vert les données de 2008. Alors, en 2008, on était essentiellement au même niveau dans toutes les régions, 11, 12 10 mais on voit qu'avec les années, l'effet des régimes gouvernementaux en particulier fait qu'il y a une variation importante d'une province, d'une région à l'autre. Alors, au Québec, on se rappelle, on avait tantôt le 34 en moyenne. Bien, au Québec, c'est 38 Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, c'est 25 donc parce qu'il y a une grande partie des coûts qui sont pris par les régimes, par le gouvernement. En Ontario, 34 un effet un peu de trillium ici, où on vient couper les coûts de médicaments très élevés. Pour les provinces atlantiques, il y a une augmentation plus forte. Là, c'est peut-être un peu différent comme raison, parce que je pense que souvent, en province atlantique, on ne couvre pas autant de médicaments de spécialité, mais c'est surtout que la base à laquelle on se compare est beaucoup plus basse, parce qu'on utilise beaucoup plus de médicaments génériques. Donc, la comparaison avec les autres médicaments fait que la proportion des coûts des médicaments de spécialité est plus élevée dans ces provinces-là. Ici, une diapo par genre de maladie, alors, qui peut être intéressante. Alors, on voit que, donc, ce qu'on montre ici, c'est les catégories où les coûts sont les plus élevés. Donc, polyarthrite rhumatoïde, qui représente les plus gros coûts dans les régimes, 14 dans le portefeuille TELUS, 14 7,9 pour le diabète, etc. Et pour la polyarthrite rhumatoïde et à droite complètement, sclérose en plaques, on voit que c'est essentiellement des médicaments de spécialité pour ces maladies en 99-98, alors que pour le diabète, déficit d'attention et dépression, ce ne sont que des médicaments de spécialité. Pour les autres, ça se sépare d'un à l'autre. Alors, au cours des années, il y aura probablement de temps à autre des médicaments de spécialité qui peuvent arriver dans les maladies, si on veut, plus chroniques, comme le diabète, etc. On verra avec les années. Mais pour l'instant, c'est le portrait du portefeuille. Alors, médicaments biosimilaires, biologiques et biosimilaires qui, là aussi, sont dans les discussions régulièrement. Alors, ce qu'on montre ici, c'est la proportion des coûts des médicaments biosimilaires dans l'ensemble des bios. Ce que j'appelle ici, ce qu'on appelle l'ensemble des bios, c'est tous les biologiques et les biosimilaires. Les biologiques qui ont un biosimilaire. Alors, s'il y a un biologique qui n'a pas de biosimilaire, il ne sera pas dans le tableau, il va y arriver. Il va arriver dans le tableau lorsqu'un biosimilaire arrivera sur le marché. Alors, on voit, et on commence en 2019, et on se compare à la Colombie-Britannique parce que c'est la Colombie-Britannique qui a sûrement les règlements, les lois les plus importantes dans ce domaine-là pour forcer l'utilisation de biosimilaires. Alors, en janvier 2019, on était à 4 d'utilisation de biosimilaires et on était à 12 dans l'ensemble, dans le ROC. Le ROC, c'est défini différemment de ce qu'on a habituellement. Habituellement, c'est hors Québec, mais ici, c'est hors Colombie-Britannique. Alors, si on compare ça pour le ROC à ce qui se passe en Colombie-Britannique, bien là, on voit qu'on a une augmentation qui est beaucoup plus forte. On partait à 7 Il y a eu l'annonce en mai 2019 qu'on allait forcer l'utilisation des biosimilaires à partir du mois de novembre, mais on voit que déjà, lors de l'annonce, l'utilisation des biosimilaires a augmenté et ça a continué comme ça tout au long, jusqu'à 66 en décembre 2021. Ceux qui se rappellent qui étaient l'an dernier, qui s'en rappellent ou qui ont la présentation ou qui vont aller voir la présentation de l'an dernier vont voir qu'en décembre 2020, l'an dernier, on était déjà à 65 en Colombie-Britannique. Pourquoi ça a diminué en décembre 2021, en décembre 2020, qu'on n'a pas les mêmes chiffres que l'an passé? Bien, c'est qu'un médicament important, Humira, a eu les premiers biosimilaires au mois de mars-avril 2021. Donc, on a embarqué Humira à ce moment-là dans les données. Et ça aurait été compliqué pour différentes raisons sur lesquelles je vais passer rapidement. Ça aurait été compliqué de commencer Humira là et de ne pas changer jusqu'en arrière. Donc, on a préféré changer toute la diapo. Donc, évidemment, Humira n'avait pas de biosimilaire pour un an et demi dans tout ça. De toute façon, ici, ce qui nous importe, ce n'est pas tellement le niveau de 66-65 c'est la différence entre la Colombie-Britannique et le restant du Canada. Et donc, on voit que
des directives ou des lois, des règlements gouvernementaux peuvent affecter énormément, même les régimes privés, parce qu'ici, on parle de régime privé. Si on regarde ce que ça nous donne en termes de coûts, bien, si on prend comme indice, alors on était à 100 pour les coûts moyens, que ce soit au Canada ou en Colombie-Britannique. Il n'était pas au même coût, mais c'est l'indice de référence. Alors, on voit qu'au Canada, on est rendu à 110 donc 10 d'augmentation sur 2 ans, alors qu'en Colombie-Britannique, on est à 66 des coûts pour la totalité des biologiques. Et si on regarde en termes de dollars, ce que j'ai ici en bas, en janvier 2019, on avait un coût moyen pour le RUC de 1 184 alors qu'en Colombie-Britannique, on était à 871. On comprend que les régimes gouvernementaux, en plus d'utiliser plus de bio, mais les régimes gouvernementaux ont un effet à cause des franchises dont on a parlé précédemment. Mais rendu en 2021, décembre 2021, dans le RUC, c'est 1 300 en moyenne, alors comparé à 571 en Colombie-Britannique. Donc, les régimes en Colombie-Britannique, là, c'est un peu plus que le tiers des coûts ailleurs au Canada. Donc, ça explique une des premières diapos qu'on avait au début, où les régimes des provinces de l'Ouest coûtent 25 de moins qu'ailleurs au Canada. Regardons ce qu'on a, si on regarde en arrière, ce qui s'est passé depuis quelques années, donc depuis effectivement 13 ans. Alors, en 2008, les coûts des régimes, le coût moyen qu'on avait était de 75 On est rendu à 129 C'est fait de coûts de médicaments réguliers qui coûtaient dans le coût moyen, représentait 67 représente maintenant 81 Donc, une augmentation très minime et acceptable de 1,5 par année. Si on regarde par ailleurs les médicaments de spécialité, ils comptaient pour 9 en 2008. On est rendu à 48 cette année, le 34 dont on parlait tantôt. Alors, si on projette quelques années au même rythme, je ne dis pas que ça va arriver, je n'ai pas fait d'études, bon, il y a tel nouveau médicament qui arrive, voici ça, mais je fais une projection. Voici ce qui s'est passé, que l'augmentation qu'on a eue depuis 13 ans, si ça continue sur la même base, où on va arriver, bien, en 2025, là, c'est comme demain matin, c'est 3 ans dans la vraie vie, c'est vraiment demain matin. À ce moment-là, le coût des médicaments de spécialité seront au même niveau que les médicaments réguliers. Peut-être qu'on devrait changer les définitions à ce moment-là et dire que les médicaments de spécialité, c'est ceux qui coûtent en bas de 10 000 et les médicaments réguliers, c'est ceux qui coûtent en haut de 10 000 parce que ce qui arrive sur le marché, c'est de plus en plus de ce genre de ces médicaments-là qui coûtent une fortune ou qui sont vendus à un coût extrêmement élevé. Et donc, à ce moment-là, dans 3 ans, les coûts moyens de médicaments seront rendus à 168 une augmentation de 40 Bien, je vous souhaite tous que vos salaires augmentent autant que ça, que vos profits d'entreprise augmentent autant que ça en 3 ans, mais ça m'étonnerait. Alors, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question, que je me pose la question et d'autres aussi, combien de temps on va pouvoir supporter ça, mais bon, c'est là qu'on en est. Mais ça, c'est juste 3 ans. Alors, projetons-nous dans 10 ans. Je pense bien que dans 10 ans, je ne ferai plus la conférence. J'espère la faire encore quelques années, mais dans 10 ans, ça m'étonnerait. Alors, peut-être que des plus jeunes feront ces chiffres-là. Bien, dans 10 ans, si on projette encore au même niveau, bien, on est rendu à un coût global de 304 pour les médicaments, donc une augmentation de 235 comparé à notre coût d'aujourd'hui. C'est majeur. Personnellement, je ne vois pas comment on peut continuer comme ça. Il va falloir faire quelque chose. Je ne sais pas c'est qui, quelque chose, je ne sais pas exactement c'est quoi, j'ai des idées, mais c'est peut-être pas le temps ce matin d'en discuter. Alors, une diapo pour se ramener en arrière dans notre jeunesse, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous. En 1996, lors de la mise en place du régime d'assurance médicaments au Québec, le médicament le plus cher qui était payé, c'était le bêta-séron. Ça coûtait 17 000 Vous avez déjà vu cette diapo, je la présente souvent. Et le MGA, c'est le maximum des gains admissibles de la Régie des rentes, donc essentiellement le salaire moyen au Québec. Alors, le rapport était de 50 Le médicament le plus cher dans les régimes privés ou publics coûtait 50 du coût du salaire moyen. Était 50 du salaire moyen. Moi, je me souviens, dans ces années-là, j'avais un client qui avait un médicament qui coûtait 2 000 par année. C'était la folie furieuse. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça n'a pas de sens. Alors, sur cette diapo-là, j'aimerais encore prendre une petite pause et faire un autre petit sondage qui, lui, est encore plus simple que le précédent.
Alors, je demanderai à mes collègues de la technique qui vont vous demander, est-ce que vous étiez dans le marché de l'assurance collective? Il faudra vous demander si vous étiez dans le marché, mais je suppose que les gens n'ont pas trop changé. Il n'y a probablement pas trop de gens qui sont devenus, qui étaient mécaniciens, qui sont rendus dans l'assurance collective, mais bon. Ça va nous donner une idée de l'âge des gens. Alors, il y a 67 des gens, ça va continuer à monter, qui étaient dans l'industrie. Donc, j'ai calculé rapidement, si vous aviez 20 ans en 96, vous avez 54, 55 ans aujourd'hui, alors c'est les 66 là, c'est les gens qui sont en haut de cet âge-là. Donc, on a des gens, beaucoup de gens matures qui nous écoutent. Encore, c'est bien. Éventuellement, on pourrait peut-être faire un découpage, mais on n'en a pas le temps ce matin de voir que les gens qui ont répondu, qui étaient plus ou moins éco-anxieux, est-ce que c'est les plus jeunes ou les plus vieux? Ça pourrait être intéressant. OK. Alors, où en sommes-nous cette année? En 2020, c'est-à-dire l'an dernier, en 2021, le Vimizim, dans le portefeuille TELUS au Québec, 844 000 pour un salaire moyen de 61 000, donc un ratio de 1400 c'est formidable d'avoir des médicaments qui peuvent régler des maladies, mais des médicaments qui nous coûtent ce prix-là, on peut se poser des questions. S'il n'y avait pas d'assurance, c'est clair que ces médicaments-là ne seraient pas sur le marché. Alors, il faut, je pense, personnellement, repenser. Évidemment, c'est toujours plate lorsqu'un médicament arrive sur le marché, puis on a un ami, un enfant, un parent qui doit l'utiliser. Mais en général, pour la société, je pense qu'il faut se poser des questions sur les prix que l'on paie. Et évidemment, le 844 000, ce n'est pas le plus élevé. Je pense que c'était dans la presse en fin de semaine, mais on le savait. Là, il y a un médicament qui est sorti, qui a été accepté l'an dernier, qui coûte 2 millions par année. Alors, évidemment, il faut que les régimes se protègent contre ça. On a la SCAMQ, on a les mises en commun, mais quand même, en bout de ligne, au Québec, c'est nous qui les payons. Le régime va payer sa prime SCAMQ qui va payer pour les médicaments les plus élevés. Alors, c'est quand même nous autres qui les payons au total. Alors, je termine avec deux diapos que je vais présenter. Et je les termine parce que j'avoue que c'est un problème je pense que je dois dire qui mérite, là. Le Conseil d'examen des prix des médicaments a fait une étude en 2018, là, ça nous ramène loin en arrière, où on proposait de changer la façon de faire. Quand un médicament arrive pour les gens qui ne sont peut-être pas en connaissance de toutes ces données-là, lorsqu'un médicament arrive sur le marché au Canada à un prix donné ou que la compagnie pharmaceutique demande un certain prix, le Conseil des médicaments analyse est-ce que ce prix-là est acceptable pour nous au Canada, etc. Et on se compare à 8 autres pays, dont les États-Unis. On voit l'Allemagne, l'Italie, etc. C'est le même depuis un bon nombre d'années. Et clairement, on s'aperçoit que les États-Unis ont un très drôle de coût par rapport aux autres. Alors, ce que le Conseil a proposé, c'est d'élargir le groupe à une douzaine, comme on voit ici, là, rajouter l'Espagne, Corée du Sud, Japon, etc., Norvège, quand même des pays avec des niveaux de vie quand même similaires, des gens qui disent que la Corée du Sud ne l'est pas. Pour regarder ce qui se passe en Corée du Sud, je pense qu'ils ont quelques gratte-ciels et quelques voitures. Et donc, ça permettrait de baisser le coût moyen, qui est à 1,3, le coût moyen comparé au Canada, à 0,84. Donc, pourrait nous donner une baisse d'environ 15 des coûts si c'était appliqué. Donc, mais une baisse de 35 de la moyenne, mais environ de 15 des coûts, autrement dit 84 comparé à 1. Le Conseil demandait aussi de comparer aux coûts réels, parce que les coûts qui sont là ne sont pas nécessairement les coûts réels, c'est les coûts publics, appelons-les officiels. Et particulièrement aux États-Unis, on a 3,5 fois plus. Mais dans la vraie vie, c'est probablement 2 ou 2,5. Donc, c'est même pas le coût réel. On joue au jeu avec des gens des gens, là, je parle des États-Unis, qui vraiment trichent à ce niveau-là. Moi, je trouve ça indécent, je comprends pas. Et on a demandé de le changer. Mais, alors, ce changement de politique devait entrer en vigueur en passant au 1er juillet 2020. Donc, en plein milieu de pandémie, alors, évidemment, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a retardé au 1er janvier 2021. Encore en pandémie, on l'a retardé au 1er au 1er juin 2021, puis au 1er janvier 2022. Et finalement, ça devrait être en principe au 1er juillet 2022, dans 3 mois. J'espère fortement que ça va être mis en place. On est vraiment dû pour un changement à ce niveau-là, je crois.
Mais il y a eu des tractations et on n'aura pas droit, le Conseil d'études d'examen des prix des médicaments n'aura pas droit au prix réel. Mais au moins, si on enlève les États-Unis, ça, au moins, ça sera de fait. On va se comparer à des plus comparables. J'aimerais ici prendre, et je vais le lire complètement, c'est rare que je lis mes diapos, mais celle-ci, je vais le lire. C'est le mémoire présenté par la CAP lors du budget fédéral de 2022. Ils ont présenté aussi, ils présentent à chaque année, mais en particulier. Alors, je les lis. Les prix des médicaments d'ordonnance dans notre pays sont parmi les plus élevés, les troisièmes au monde. Notre industrie appuie fermement la réforme du Conseil d'examen des prix des médicaments qui a été différée jusqu'en juillet 2022. Il est essentiel que le gouvernement fédéral aille de l'avant avec cette réforme afin de rendre les prix abordables pour les consommateurs. Alors, nous appuyons vigoureusement la mise en œuvre par le gouvernement fédéral de la réforme du CEPBM. Alors, espérons, qui est crucial, espérons que ce soit fait finalement. Comme il faut terminer, 2 diapos de conclusion, si on veut. Alors, pandémie année 2, bien, il semble qu'on ait un retour à la normale, à tout le moins dans l'utilisation des médicaments. Mais la hausse des prescriptions pour la dépression chez les jeunes est préoccupante, à tout le moins pour moi, c'est préoccupant. Et on va voir ce que le docteur Généreux va nous en dire un petit peu plus tard. Pour ce qui est des médicaments de spécialité, bien, je me répète, je sais que je me répète, mais il faut se répéter, il faut cogner sur le clou, comme on dit. Jusqu'où pourrons-nous les supporter? Finalement, régime national, quelqu'un m'a posé la question. Il y a un projet de loi dans le budget, on dit qu'il y a un projet de loi qui sera déposé à la fin 2023. Ce n'est pas demain matin, mais on est là. Alors, vous avez vu mon petit bonhomme qui y croit plus ou moins. Alors, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, Caroline va gérer tout cela. Bonjour, Caroline. Bonjour, merci, Jacques. Oui, c'est maintenant la période de questions, puis tu te répètes, mais c'est toujours intéressant. Bon, c'est bon. Après 17 ans, hein? Pas sûr que ma femme me dit ça, mais bon, c'est correct. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment pour les questions. Si vous souhaitez poser une question, veuillez l'acheminer via le menu questions-réponses qui est à droite de votre écran. Et je vous répète, essayez d'éviter le chat car on ne verra pas vos questions. Alors, est-ce que nous avons des questions? Oh. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Bon, on a des questions de participants. Alors, la première, est-ce que l'on sait les causes de l'augmentation chez les moins de 10 ans? Quel type de médicaments consommer? Je vous dirais qu'on le sait sûrement, c'est dans les banques de données, je ne les ai pas avec moi, je ne les ai pas regardées. On pourrait, je ne sais pas si par la suite, on pourrait avoir des réponses qu'on pourrait donner plus tard sur le site de TELUS ou le site de la conférence, mais c'est sûrement, on peut sûrement les avoir. OK, on va regarder ça, on pourra regarder les questions et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur le carrefour TELUS Santé. OK. Comment vois-tu la tendance hyperinflationnaire due à l'impact de la pandémie sur le coût des médicaments futurs? Oui. Ah, bien, je suppose, ici, on parle de la tendance hyperinflationnaire de ce qu'on voit dans le marché en général, autrement dit, là, pour l'épicerie, l'essence, etc. Je ne me suis pas vraiment attardé, mais après ma barre, je ne vois pas pourquoi l'inflation moyenne, si on veut, là, aurait une si grosse influence sur le prix des médicaments. Évidemment, on peut penser que le transport de certains produits pourrait affecter un peu, mais je pense qu'en bout de ligne, ça ne sera pas vraiment ça. Personnellement, je pense que l'inflation qu'on subit actuellement est vraiment ponctuelle. Elle est énorme, elle est ponctuelle. La guerre est un gros problème. L'embourbement dans les ports asiatiques est un gros problème. Mais je ne pense pas que les médicaments vont passer de 6 d'augmentation qu'on voit cette année à 8 ou à 10 à cause de l'hyperinflation. Ça va peut-être augmenter à cause des nouveaux produits, mais je ne pense pas que ça va être affecté beaucoup par l'inflation. On l'espère pas. Mon Dieu, on a vraiment beaucoup de questions. Selon vous, pour quelles raisons les médicaments de spécialité sont-ils plus utilisés en Atlantique qu'en Ontario ou au Québec? Bonne question. OK, bien, j'ai mentionné tantôt, mais c'était peut-être pas clair. Le pourcentage qu'on a de plus, là, qui était de mémoire à 41 honnêtement, je ne pense pas qu'il y a plus d'utilisation de médicaments. C'est que ces 41 c'est une portion du coût des régimes. Mais si l'autre portion du coût des régimes, c'est des médicaments génériques qui coûtent beaucoup moins cher et qu'on utilise beaucoup plus dans les provinces atlantiques, évidemment, c'est ce qui fait que, selon moi, la portion
des coûts des médicaments de spécialité est plus forte dans les provinces atlantiques. Je ne crois pas qu'on utilise plus de médicaments de spécialité. Je garde la question. Si Dieu me prête vie et que Delus me prête le micro, on pourra le fouiller un peu plus l'an prochain, mais je ne crois vraiment pas qu'ils utilisent plus de médicaments de spécialité. Encore là, ça se peut qu'il y en ait un ou deux, des médicaments de spécialité, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a un ou deux, ça peut affecter, mais je pense vraiment que c'est la base à laquelle on se compare où les coûts sont plus bas parce qu'on utilise plus de médicaments génériques dans les provinces atlantiques. Ça, c'est une question, en fait, par rapport à l'âge moyen dans tes statistiques, qui semble une question sur le fait que les gens comprennent que l'âge moyen des statistiques serait 33-34 ans et que la personne semble penser que dans les régimes, l'âge moyen serait plus élevé. C'est l'âge moyen des assurés. Alors, les assurés, ça comprend les enfants, comme on dit. Alors, évidemment, dans les régimes, lorsque vous regardez l'âge moyen, normalement, vous regardez l'âge moyen des employés, si je puis dire, parfois des conjoints, mais surtout des employés. Alors ici, on a l'âge moyen des enfants. Il y a quelques années, on avait l'âge moyen des adhérents, des détenteurs de certificats. On était à 42, 43 ans. Ici, il faut vraiment voir que c'est l'âge moyen des assurés. Une question sur la construction des pharmaceutiques au Canada. Est-ce qu'on peut espérer que ça va faire baisser le coût des médicaments éventuellement? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Si vous allez à Notre-Dame puis vous montez à genoux toutes les marches, peut-être que ça va les faire baisser, mais je ne pense pas qu'il y a de lien direct. Ça va nous aider à avoir, accès au vaccin dans ce cas ici. Mais je ne crois pas qu'on va avoir de baisse du coût de médicaments dû à ça. Bon, on n'avait pas une question, mais il y avait un commentaire sur le fait que toujours aussi pertinent, pas de question pour M. L'Espérance, mais toujours aussi pertinent. Ça, c'est toi qui dis ça. Ah, non, c'était un commentaire qui a été mis dans la question-réponse. Vraiment, merci. Donc, et un gros merci pour la présentation de la part de notre auditoire. Merci tout le monde. Merci Jacques pour cette présentation.